Joindre au pupitre donc Ambre Nelet qui est de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors on a c'est pas dans l'ordre Gaël Certain qui est réassureur chez Swiss Re, Nicolas Chérel hein, qui est le représentant du ministère de l'Agriculture et de la DGEP, Émeric Berling de la DG Agri à la Commission européenne et Guillaume Chartier qui est agriculteur dans l'Oise et membre du bureau de la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux. Voilà. Donc, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par réagir sur ces questions et de voir quel est le propos. Puis ensuite, on pourra envisager un certain nombre de questions. Et on pourra ensuite organiser les échanges avec la salle. Alors peut-être pour commencer, Monsieur Chérel, hein, puisque on a eu quelques échos des autres sujets ce matin, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de la possibilité qu'on aurait d'expérimenter des couvertures de non-recours aux usages phytosanitaires dans le cadre réglementaire tel qu'on le connaît aujourd'hui en France hein. Ils sont très précis. Hein, alors c'est assez précis. Ça marche? Vous m'entendez? Ouais. D'accord. Déjà, merci pour cette invitation et pour l'initiative de ce séminaire. Je pense que ça fait écho en plus dans le contexte actuel des semaines passées à un sujet de préoccupation majeur pour les agriculteurs, c'est-à-dire comment réussir à financer d'un point de vue économique la réduction des phytosanitaires, parce qu'on voit bien que c'est quand même le nerf de la guerre dans cette politique menée par le gouvernement et que les agriculteurs sont prêts à le faire, mais ça nécessite un accompagnement important. Redire que d'un point de vue général, je pense que vous l'avez tous en tête, la réforme de l'assurance récolte est toute récente en fait, puisqu'elle date de 2022 et elle a fait suite à plusieurs successions d'événements climatiques compliqués à gérer qui montraient que le système précédent, dit des calamités agricoles, n'était plus satisfaisant et donc on avait un enjeu majeur au développement de l'assurance. Donc quand on parle d'assurance, voilà, le système, on est encore dans un taux de diffusion de l'assurance qui est en progrès en 2023 par rapport à 2022, mais qui reste encore un progrès devant nous et assez différent selon les cultures. On voit que prairies, là on a une augmentation importante, mais on reste à moins de 10% des prairies, des surfaces en prairies assurées. Donc on a encore un travail devant nous. Donc tout l'enjeu de la réforme, c'était d'inciter et de montrer aux exploitants agricoles l'intérêt qu'ils ont à s'assurer. C'est encore un travail pédagogique à mener, parce que là on est vraiment dans la première année de mise en œuvre de cette réforme avec ce dispositif à 3 étages dont vous avez dessiné les contours. Donc une première partie effectivement jusqu'à 20% qui fait que l'assuré, l'exploitant en fait prend en cas d'aléa climatique, doit assurer cette perte. Un deuxième étage donc qui est l'assuré qui prend l'assureur qui prend en charge cette perte à partir d'un taux de déclenchement de 20%. Et ensuite, le dernier étage, je vais dire, de la fusée, c'est une prise en charge par l'État des pertes les plus importantes. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui distingue bien entre assuré et non assuré pour essayer d'avoir un effet incitatif progressif au développement de l'assurance. Mais tout ça est devant nous avec en toute transparence, en quelques difficultés selon les filières. On voit que l'accès et le développement de l'assurance selon les cultures n'est pas toujours simple, notamment en arboriculture. On a en fait un cadre aussi réglementaire européen qui fait que par rapport aux spécificités de l'arboriculture et la diversité des espèces, on peut avoir des difficultés à avoir des contrats subventionnables offerts à ces filières-là. Donc on sait que c'est un travail à mener côté ministère
faire avec les assureurs et avec les professionnels devant nous, en lien et en débat avec la Commission européenne. Une fois qu'on a dit ça, par rapport à votre problématique de réduction des phytosanitaires, le cadre réglementaire, mais je pense que ce sera confirmé par le représentant de la Commission européenne, le cadre réglementaire actuel vise à indemniser des pertes climatiques. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans ce cadre-là et qui s'impose à nous, et donc le fait de venir compenser des réductions de phytosanitaires, ça veut dire que c'est pas intuitif dans le cadre juridique actuel, même si derrière on comprend tout à fait l'objectif poursuivi par votre projet. L'autre aspect, c'est qu'en fait, et ça fait souvent débat d'ailleurs avec les exploitants, c'est qu'on vient compenser, indemniser des pertes de récolte par rapport à un historique et par rapport à souvent ce qu'on appelle la moyenne olympique, qui fait souvent débat d'ailleurs avec les exploitants. C'est-à-dire souvent un exploitant a l'impression devrait être indemnisé, alors même que via la succession d'aléas climatiques, finalement la moyenne olympique fait qu'il ne déclenche pas et qu'il ne peut pas bénéficier de l'assurance récolte. Donc il y a ce cadre-là qui est quand même assez structurant dans le dispositif de l'assurance récolte, et là c'est un cadre européen qui s'impose à nous sur ces moyennes olympiques. Donc ce sera des éléments aussi à prendre en compte. Après, il y a aussi l'aspect aussi subventionnable, et donc le côté expérimental sur les garanties non subventionnables. Et, effectivement, il y a un cadre expérimental qui existe au niveau réglementaire qui pourrait permettre de travailler sur ce sujet-là. Après, il faudra trouver la bonne articulation avec le système à 3 étages et la capacité à bien identifier en fait ce qui relève du risque pris avec la réduction des phytosanitaires. Donc ça, c'est un aspect assez structurant à mon avis du projet, de réussir à répondre à cet enjeu-là. Alors merci. Peut-être pour faire réagir Guillaume Chartier, là, qui lui est un bénéficiaire potentiel, alors je peux ou pas, à savoir est-ce que justement ces garanties de réduction d'usage phyto ou d'adoption de nouvelles pratiques, c'est quelque chose qui est souhaitable, et comment vous imaginez l'articulation que ça puisse prendre avec la politique actuelle de gestion de risque? Oui, merci déjà pour cette invitation à participer, à représenter une partie du monde agricole. Je salue la démarche parce qu'on a besoin d'être accompagné, et tout changement de pratique a besoin d'être accompagné, et la vitesse avec laquelle on va le faire dépend de l'accompagnement. Juste un petit point de contexte quand même. Il me semble important de rappeler que chez nous, nous avons l'agriculture reconnue la plus durable au monde d'après la FAO depuis plusieurs années. Donc nos pratiques, elles sont perfectibles, on entend bien, le monde agricole ne cesse de faire évoluer ses pratiques. Maintenant, il faut lui donner les moyens de vulgariser les améliorations de pratiques. Et ça, en le faisant dans le temps, et la durabilité, c'est social, environnemental et économique. Sans ces 3 piliers, il me semble que l'agriculture avec un grand S française ne peut pas durer. Voilà. Pour revenir sur le sujet, effectivement, on a besoin, il y a des pratiques qui sont étudiées, qui ne sont pas encore vulgarisées, mais à chaque fois que l'on met des outils de la décision en place, à chaque fois que l'on met des pratiques nouvelles en place et qu'elles sont éprouvées, le monde agricole sait s'en saisir. Maintenant, comment, dans le contexte MRC et le choc assurantiel, on l'a eu sur on ne l'a pas forcément eu en grande culture. On a vu ces dernières années, on est revenu au niveau, je crois, de souscription des années passées, mais on n'a pas eu ce choc vraiment souhaité au niveau des grandes cultures. En prairie, on l'a, mais il faut encore continuer le travail. Viti, domaine que je ne connais pas assez bien, mais il y a des spécialistes dans la salle ici. C'est savoir comment on va aller un peu plus loin et comment on va aider les agriculteurs à s'équiper, changer leurs pratiques, accompagner. Justement aussi, c'est pas juste une histoire de coût, de revenus derrière. C'est une maîtrise du coût de production aussi. On va y passer plus de temps, on va peut-être avoir du matériel différent, on va intervenir à différents moments. Il va falloir savoir exactement
comment on peut donner le petit coup de pouce qui va aider. Alors, l'assurance, c'est un bon outil ou pas pour y parvenir, pour donner ce coup de pouce? Alors l'assurance, ça peut être un bon outil. Est-ce que c'est le seul? Peut-être pas, mais ça peut être en tous les cas un outil rassurant qui va dire à l'agriculteur, bah, tiens, je vais effectivement tester de nouvelles pratiques, je vais mettre en place un OAD, et puis si jamais ça décroche du fait de cet outil ou autre, on va pouvoir me compenser un petit peu la perte. Mais l'outil assurantiel n'est pas non plus, on est gestionnaire, on est chef d'entreprise quand on est agriculteur, on a ses propres responsabilités. On peut être accompagné. Après, à partir de quand? L'objet quand même, c'est pas d'avoir un revenu social et de vivre juste la tête en dehors de l'eau. On a une volonté d'être un centre économique, et pour pouvoir réinvestir demain sur des nouvelles pratiques, il faut avoir un équilibre financier. Ça, c'est essentiel. D'accord, très bien. Et alors, sur les nouveaux outils, Monsieur Berling, vous travaillez à la commission. Alors, quels outils est-ce qu'on pourrait imaginer pour accompagner justement ces transitions, et quelle place particulière donner à l'assurance? Oui, merci beaucoup. Merci aussi de cette invitation. Je crois que c'est très intéressant pour nous, de notre côté, dont je travaille à la DG Agriculture, à la Commission européenne. On a une vision évidemment particulière de ces questions, puisqu'on est la DG qui gérons la PAC. Il y a d'autres DG qui gèrent la législation pesticides, d'autres DG qui peuvent éventuellement intervenir sur les questions économiques. Donc c'est une vision particulière que je peux partager avec vous, mais je pense une vision qui a sa pertinence. La PAC présente beaucoup d'outils qui sont tout à fait pertinents dans une perspective de gestion des risques. Ce séminaire donc traite de l'assurabilité, donc du point de vue on va dire d'un instrument particulier qui est l'assurance. Et Luc Boucher, j'en suis reconnaissant, a élargi un peu la focale dans son introduction en parlant des différentes approches possibles de la couverture ou de la gestion des risques. Je pense que la PAC, et je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus longuement s'il y a des questions, la PAC a un certain nombre d'instruments qui, outre cet instrument particulier de gestion des risques, peut aussi être pertinent. Je pense au conseil, je pense au support technique, aux aides aux investissements, y compris le paiement, les paiements de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soutien aux revenus aux agriculteurs, qui sont des instruments politiques qui permettent d'assurer un certain filet de sécurité financier finalement aux exploitations, et qui sont de nature, alors bon, peut-être là c'est discutable, on pourra en discuter, d'un certain point de vue, qui peuvent être de nature à aider l'agriculteur à faire face à des risques qu'on a vus ce matin de plus en plus importants et inattendus, on va dire. Et donc ces aides au soutien revenu qui jouent le rôle d'un matelas financier peuvent aider l'agriculteur éventuellement à entreprendre des démarches de transition en ayant une sorte d'assurance de revenus à la fin de l'année. Donc la PAC, en résumé, a un certain nombre d'outils politiques à proposer. Maintenant, si on parle particulièrement de cet outil de gestion des risques, donc d'aide aux fonds mutuels ou aux assurances, qui est un outil qui existe dans le développement rural. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de la PAC, il y a deux piliers, on parle de deux piliers de la PAC, le pilier paiement direct et le pilier développement rural. Dans le développement rural, qui est un outil un peu plus structurel et qui est aussi multi-annuel, c'est important en termes de gestion financière, notamment pour ces outils de gestion des risques. Donc la PAC peut aider l'agriculteur dans ses démarches d'assurance, en participant aux primes, donc en subventionnant les primes d'assurance.
Je crois que le règlement communautaire est suffisamment large pour couvrir, y compris les risques phytosanitaires, sous réserve, sous contrôle de mes collègues, mais je suis à peu près sûr que les risques phytosanitaires sont dans les risques qu'on peut couvrir par ces instruments. Peut-être un point que je vais peut-être terminer là-dessus pour ne pas être trop long. Lorsqu'on parle de la PAC, on parle de gestion d'instruments politiques, et il y a quelque chose qui est très, on va dire, quotidien chez nous, c'est cette notion de charge administrative et de coûts administratifs. Et je crois que c'est tout à fait en résonance avec les demandes des agriculteurs récentes, donc la limitation des coûts et des charges administratives. Et je pense que c'est une notion peut-être qu'il faudra aussi introduire dans le débat lorsqu'on parle d'outils politiques, d'instruments politiques, et notamment cet instrument qu'on a développé ce matin, les assurances et les fonds mutuels. Je pense que ce serait intéressant de faire entrer cet aspect aussi dans le débat. Et la PAC a aussi des choses à apporter dans ce domaine, car elle gère, je crois, 90% des agriculteurs sont quelque part liés à la PAC, et donc rentrent dans le système de gestion, de déclaration, le système administratif de la PAC. Et la PAC peut aider aussi, on parlait ce matin d'enregistrement des pratiques, des cahiers des charges, etc., de manière à certifier ça, que ce soit pour les assurances ou pour d'autres domaines comme les schémas de certification, ou même la PAC elle-même, les subventions de la PAC. Donc la PAC a aussi des outils administratifs à proposer. D'accord, voilà. Merci, on verra peut-être ça dans le détail. Madame Nellet, je vous voyais opiner. Donc, non, alors vous êtes la représentante de la région qui s'est quand même beaucoup engagée. Non, mais oui, parce que j'ai réagi par rapport aux différents instruments, et c'est vrai que quand on parle d'instruments là qui viennent aider au conseil, à l'aide aux investissements, le problème c'est que derrière ça demande à ce que l'agriculteur investisse encore plus, parce qu'il y a toujours un reste à charge. Et ça, on est dans une course depuis des années où on leur dit vous allez avoir une subvention, mais il faut investir plus. Et donc voilà, on voit le résultat aujourd'hui. En revanche, voilà, moi j'ai bien noté que voilà, chacun, que ce soit donc le ministère de l'Agriculture ou bien l'Union européenne, la Commission européenne, vous laissez la porte ouverte justement à ce qu'on puisse expérimenter maintenant de façon un peu plus large, donc l'offre assurantielle couplée climatique et sanitaire. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle de la journée, parce qu'on avait une incertitude sur ce point-là. D'accord. Et alors au niveau de la région, quelles sont les ambitions que vous avez sur ce sujet Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas dit alors, tout à fait ça. Ah si, vous l'avez dit. Non. C'est-à-dire que sur le sujet expérimental, je pense qu'on a un sujet juridique, parce que là, par contre, sur la PAC, sur l'assurance telle qu'elle est prévue aujourd'hui, elle prévoit que l'indemnisation du risque climatique est rien d'autre. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'interprétation par rapport à ça, si. Et donc, ce qui veut dire que par rapport à ce qui est envisagé sur les réductions de phytosanitaires et donc des prestations annexes, il va falloir voir dans quel cadre on pourrait s'insérer dedans. Et donc, c'est quand même un sujet juridique à regarder précisément, parce qu'on voit bien que nous-mêmes, dans le cadre multirisque aujourd'hui, ce que je disais en amont, sur certaines filières, on a quelques difficultés à les faire rentrer dans le dispositif et à développer l'assurance pour prendre en compte ces spécificités. Et juste, il y a un dernier point, ce que je voulais aussi souligner, c'est que ce sera évoqué tout à l'heure, mais c'est qu'on parle d'assurance, mais derrière, on est en train de parler de prise en compte liée au comportement de l'agriculteur, donc avec un aléa moral assez fort, et donc la question structurelle aussi, au-delà du caractère subventionnable ou pas, c'est la capacité à assurer ce type de pratique dès lors qu'on a un aléa moral fort, et donc derrière lié aux pratiques d'un agriculteur, ce qui n'est pas totalement, mais je pense que côté assurance, vous allez pouvoir le confirmer, quelque chose d'intuitif dès lors qu'on parle d'assurance, lorsqu'il y a un aléa moral fort. On le voit déjà, même sur le risque climatique, la difficulté à offrir des assurances à un prix modéré pour l'exploitant, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Quand il y a un aléa moral fort, on démultiplie les contraintes. On a la chance d'avoir un réassureur. Donc, Monsieur Certain,
Comment vous appréhendez en fait cette question justement de l'aléa moral et quels sont les moyens que vous voyez pour le réduire ou le rendre acceptable aux yeux des acteurs de l'assurance, assureurs et réassureurs. Très bien, merci. Alors, je vais rapidement me présenter Ouais. parce que la réassurance, c'est peut-être un peu abstrait. La réassurance, c'est l'assurance des assureurs. Et effectivement, on essaie de travailler au niveau global pour mutualiser les risques, mais on travaille avec tout type d'agriculture, dans toutes les parties du monde. Et donc, pour commencer avec un message optimiste, il existe très sûrement des types de produits, des types de solutions qui pourraient répondre aux besoins exprimés aujourd'hui. La question du cadre réglementaire et est-ce que la France, dans sa déclinaison réglementaire du deuxième pilier de la PAC, l'autorise ou pas, c'est une autre question. Alors, si on traduit, c'est-à-dire que sans subvention, on peut sans doute trouver toutes les solutions du moins des solutions. Si on imagine ou si on pense qu'il y a nécessairement une incitation pour pouvoir rendre le dispositif attractif, ça sera peut-être plus compliqué. Mais on revient bien sur, c'est bien le deuxième problème qu'on peut avoir par rapport à, c'est une deuxième question. Hein. Et si on revient sur la première question, donc par rapport aux aspects techniques d'assurance ou d'engagement des acteurs de l'assurance. Donc, alors vous avez parlé de l'aléa moral. Ouais. Alors, première réaction, c'est si un assureur voit qu'un exploitant a profité de sa situation pour ne rien faire, je peux vous assurer que l'année suivante, il ne va pas avoir d'assurance. Donc, à court terme, il gagne, à long terme, il perd. Donc, il y a une question de responsabilisation et de long terme quand on fait appel à des outils de gestion de risque. Et je voudrais également appuyer là-dessus. L'assurance, ce n'est pas uniquement un outil d'aide à la transition. Les assureurs, ils veulent être là sur le long terme. On calcule des risques sur un cycle long. Donc, on n'est pas juste là pour accompagner. On veut être là pour être là pendant de nombreuses années. Donc, si les assurés ne jouent pas le jeu, et il y aura un défaut de produit à moyen terme, ça c'est clair. Ou alors une tarification prohibitive, ou alors des produits d'assurance avec des franchises ou des limites tellement ridicules qu'elles ne présentent plus d'intérêt. Donc ça c'est le premier sujet. On a beaucoup parlé... alors il y a la structure du produit également, en lui-même. Il peut être incitatif, c'est-à-dire que l'assuré, s'il y a un sinistre, et plus ce sinistre est important, plus il va également souffrir une sorte de coparticipation, de copaiement. Donc, il peut y avoir un intérêt à ce que l'assuré fasse tout ce qui est dans son pouvoir pour justement diminuer la perte potentielle. Voilà. Donc, on peut également imaginer dans la manière dont est fait le produit un alignement d'intérêts entre ou de partage de risque entre l'assureur et l'assuré. Et puis je voudrais également en profiter pour parler d'une thématique qui a été abordée entre est-ce que c'est une perte d'origine climatique, est-ce que c'est une perte d'origine purement sanitaire, et comment on peut la distinguer, parce que finalement les deux sont liés, c'est un peu la poule et l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, on peut également avoir des tables, alors c'est pas extrêmement précis, mais on peut avoir des tables quand on fait une gestion de sinistre pour dire voilà, dans ce sinistre, on va attribuer tant à une perte d'origine climatique que l'on va assurer et tant à une perte d'origine sanitaire. Mais c'est faisable, y compris lorsqu'on n'a pas beaucoup de recul sur les pratiques ou lorsqu'on cherche en fait à sécuriser les pratiques qui sont en cours de construction, comme ce qu'on a vu ce matin. Vous avez raison de dire que le rôle de l'expert, par exemple dans l'assurance indemnitaire, est vital. Mais aujourd'hui, un expert, il va avoir du colza, il regarde l'itinéraire technique, il voit qu'au lieu d'avoir fait 3 traitements contre le charançon, il n'y en a que 2 qui ont été faits. Il fait son expertise, il se rend compte que oui, il y a du charançon. Effectivement, il y a eu un événement climatique, mais il va appliquer une clé de dégressivité au sinistre en disant voilà, je ne vais pas couvrir la totalité de ton sinistre, je vais couvrir juste X%, parce que tu n'as pas appliqué l'itinéraire technique recommandé par ta coopérative ou l'itinéraire classique pour bien gérer, pour gérer en bon père de famille ta production. Donc, comme d'habitude, nouveaux produits,
il faut comprendre le risque. On peut commencer avec des projets pilotes, avec un ensemble d'acteurs pour bien comprendre et comprendre à partir de là le risque. Donc je ne dirais pas que c'est rédhibitoire. Voilà. Très bien. Et alors, dans cette notion de risque, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une distinction à faire entre en fait, des risques importants, hein, qui sont les risques qui vont porter sur des pertes lourdes, qu'on imagine bien ou plus facilement couvrir par l'assurance. Et puis, des pertes ou des difficultés particulières qui correspondent en fait à cette phase d'apprentissage ou à la phase de calage du système, hein, et de recalage du système. Et alors, par rapport à ça, comment vous imaginez articuler en fait des outils ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles ? Et si on revient sur la question de l'assurance, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir à titre dérogatoire une subvention, hein, ou un cofinancement pour financer en fait les petits risques entre guillemets. Guillaume Chartier. Oui. Ouais. De ce côté-là, je pense que les agriculteurs sont en capacité à se faire accompagner et à souscrire une assurance qui leur permettrait de sécuriser leur changement de pratique et de viser un usage moindre des produits phytosanitaires. Maintenant, est-ce que cette charge supplémentaire, elle doit être supportée uniquement par l'agriculteur ou effectivement, est-ce que c'est une subvention ? Est-ce que j'aime pas les subventions parce que pour moi, c'est le marché qui devrait être le principal moteur et qui devrait payer, je dirais, le produit à sa juste valeur. Mais on répond à un besoin sociétal. Donc, pourquoi faire peser uniquement sur le monde agricole, je dirais, le coût de cette transition agricole ? Il y a un moment, il faut accompagner, que ce soit au niveau régional, enfin le citoyen, entre guillemets, on doit trouver le vecteur pour qu'on puisse accompagner et accélérer les choses. Quand on a des OAD, alors je vais prendre un exemple de grande culture que je pratique, sur les pommes de terre, on protégeait les pommes de terre de façon très empirique jusque-là, il y a quelques années. Un OAD Miléos a été développé et reconnu par la profession, et ça a permis de réduire drastiquement l'usage des produits phytosanitaires. Voilà, c'est des choses, quand c'est éprouvé, quand c'est validé, si on peut accompagner des pilotes à droite ou à gauche qui montrent que ça marche, que ça fonctionne, que c'est validé d'un point de vue technique et qu'il y a, du coup, on efface un risque, entre guillemets, ou on le réduit parce qu'il y a un accompagnement, parce qu'on a une expertise qui est venue derrière. La transition, elle se fait après. La vulgarisation, la popularisation de la pratique, elle se fait rapidement. D'accord. Madame Nelay, vous vouliez réagir ? Oui, en fait, nous, ce qu'on a pensé au sein de Vitirev, c'est que il y aurait peut-être des étapes intermédiaires entre être conventionnel et puis être après, par exemple, en biodynamie. On pense aussi qu'il y a en l'occurrence plusieurs viticulteurs, plusieurs types de cultures, plusieurs itinéraires possibles. Et dans ce cadre-là, peut-être que l'assurance interviendra bien plus tard, en fait. Peut-être qu'avant, on a d'autres solutions, comme par exemple les fameuses formations défis pulvés qui sont proposées par la Chambre d'Agri IFV. Il y aura certainement plusieurs étapes intermédiaires et peut-être qu'il faudrait vérifier avant si le viticulteur est bien passé en HVE déjà. Est-ce qu'il sait maîtriser l'ensemble de ses flux, l'ensemble de son exploitation de cette manière-là, voilà. Et donc, nous... pour l'adoption en particulier de solutions techniques innovantes, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui, des solutions qui peuvent aider le viticulteur, aider les agriculteurs à vraiment apprécier l'état sanitaire de leur parcelle. Eh bien, on a mis au point, grâce donc, au programme Vitirev, au soutien de l'État, donc France 2030, l'appel à projet Vititech, et qui est, je trouve, une bonne expérience. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au lieu de continuer à aider systématiquement le fournisseur de solutions à innover, parce qu'aujourd'hui, ils ont innové, tout est sur étagère. Il suffit d'aller à Vinitech-Sifel, donc au salon qui se situe sur Bordeaux, où il y a toutes les solutions, pour voir que tout est vraiment disponible aujourd'hui. Donc là, on aide le viticulteur
à se faire une idée de est-ce que vraiment cette solution-là correspond à mon exploitation, est-ce que ça apporte un bénéfice pour justement réduire les pesticides, est-ce que ça apporte un bénéfice économique au bout du compte, est-ce que ça change mes pratiques, est-ce que ça me facilite la vie ou pas, et donc on l'aide à louer un équipement, quel qu'il soit, voilà, et qui l'aide à justement faire cette transition agricole. Donc il y aura plusieurs dispositifs effectivement de soutien aux agriculteurs. Très bien. Monsieur Berling. Oui, je voulais juste rebondir sur le terme transition que Guillaume Chartier a utilisé, parce que je crois que c'est vraiment un des mots-clés dans ce débat. Je pense que c'est important de distinguer la période de transition. Là, on cherche à amener les agriculteurs à une transition agroécologique. Et puis finalement, la gestion du risque un peu au quotidien, dans un nouveau système, un nouveau modèle. Et je pense que les outils qu'on doit mobiliser ne sont pas nécessairement les mêmes. Enfin, en tout cas, quand je dis les outils, c'est en réalité un ensemble d'outils qui doivent travailler en synergie. Hein. Et c'est un petit peu ce que la PAC propose, hein, c'est cette boîte à outils dans laquelle les États membres puisent. Établissent finalement une articulation qui soit la plus efficace possible avec chacun des outils qui présentent ses avantages et ses inconvénients. Et cet ensemble d'outils est probablement différent entre la transition, pour accompagner une transition ou pour accompagner des risques, la gestion des risques quotidiens. Je prendrai juste un exemple et je termine là-dessus. Bien connu, c'est la transition vers l'agriculture biologique. Et cette transition, elle est accompagnée, par exemple, avec des mesures agro-environnementales pour aider aux pertes de revenus, à compenser les pertes de revenus, mais aussi avec des investissements et pourquoi pas en complément avec des instruments assurantiels de gestion des risques. Donc c'est une articulation que les États membres doivent trouver au cas par cas et secteur par secteur probablement. D'accord, donc c'est bien à la main de chaque État membre de définir en fait sa stratégie. Le principe de la PAC s'était établi déjà depuis beaucoup d'années dans le développement rural, mais maintenant c'est l'ensemble de la PAC. C'est qu'il y a une boîte à outils au niveau de l'Union européenne qui est proposée. Alors certains outils sont obligatoires, hein, les mesures agro-environnementales, les États membres doivent les mettre en œuvre. Les éco-régimes, les États membres doivent les mettre en œuvre. Mais l'assurance. Et l'assurance, par contre, est un outil facultatif, c'est-à-dire que les États membres peuvent, mais ils ont la base juridique pour établir cet instrument. Et les États membres doivent puiser, encore une fois, dans cette boîte à outils pour établir la meilleure combinaison possible en fonction des objectifs qui sont définis en commun dans la PAC. Hein. Donc il y a 9 objectifs qui correspondent aux piliers du développement durable, social, économique et environnemental. Et les États membres doivent établir des plans stratégiques et démontrer qu'ils utilisent ces outils au mieux pour atteindre ces objectifs. Bien. Monsieur Chérel, vous voulez... Peut-être parce que je ne voudrais pas laisser la place à une ambiguïté sur... effectivement, la PAC ouvre un certain nombre d'outils existants et qui ont été décrits par le représentant de la Commission européenne, mais sur l'assurance, le cadre juridique est fixé également au niveau européen. C'est-à-dire que c'est la gestion des risques et la possibilité pour un État d'intervenir est facultatif. L'État l'a déclenché en mettant en œuvre la réforme ambitieuse de 2022, mais c'est toujours dans un cadre juridique défini par la Commission européenne, puisqu'on a notifié notre régime à la Commission européenne, qui nous a posé un certain nombre de questions, qui a aussi restreint la portée de certaines dispositions qu'on envisageait. Donc on est bien dans ce cadre européen. C'est-à-dire que le déclenchement assurantiel dans le cadre fixé par l'Europe est facultatif. La France l'a fait, mais dans le cadre de l'application de l'indemnisation des gestions
des risques climatiques. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit par le représentant de la Commission européenne sur la palette d'outils en fait, à disposition pour couvrir ce risque. Il y a les outils de la PAC, mais il y en a d'autres qui ont été développés par la France. Récemment, les prêts garantis par l'État, qui sont une manière d'accompagner la transition agroécologique, sont un élément important, parce que derrière, ça permet d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt beaucoup moins importants, sans garantie supplémentaire. Et donc l'État a décidé de mettre en place 2 milliards d'euros supplémentaires de prêts garantis par l'État, et ça a un effet levier de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand on investit, c'est pas neutre à la fois pour un jeune agriculteur ou pour un exploitant qui se lance en matière de transition agroécologique. Et après, effectivement, plusieurs intervenants ont cité HVE, le bio. C'est une manière aussi, alors on peut considérer que le bio peut-être pas encore assez rémunéré par rapport aux aménités positives qui l'entraînent, mais derrière, dès lors que le marché ne compense pas totalement et que le consommateur n'est pas toujours prêt à payer le juste prix par rapport au coût pour un exploitant, effectivement, il y a une compensation par l'État de ces efforts supplémentaires des exploitants agricoles. Mais sur l'assurance, voilà, je voulais quand même lever cette ambiguïté sur le fait que la France pourrait faire ce qu'elle veut par rapport au développement de ce produit sans regarder au niveau européen ce qui se passe. Le cadre juridique est assez strict. Très bien. Monsieur Berling, une petite précision technique, Oui, et puis Madame Nollet. Juste une petite précision technique pour compléter, on va dire, la description. Vous m'aviez demandé donc de regarder un petit peu ce que faisaient les autres États membres donc en matière de gestion des risques. Il y a 14 États membres qui ont activé cette mesure de développement rural de gestion des risques. Mais après, avec des budgets tout à fait hétérogènes, et je peux confirmer que la France est avec l'Italie dans le haut, on va dire, des dépenses dans ce domaine, sachant que cette mesure représente seulement 1% du budget de la PAC, hein, donc il faut toujours relativiser un petit peu cet aspect-là. Pour compléter aussi ce que disait Nicolas Chérel, là, en effet, les États membres ont tout à fait la possibilité de compléter cette boîte à outils de la PAC avec des outils nationaux, donc ce qu'on appelle des aides d'État. Et là, il y a 15 États membres qui ont activé des outils d'aide d'État pour, on va dire, des outils de gestion des risques en général. Donc, quel que soit, on va dire, le mode de fonctionnement de ces outils de gestion des risques, hein, qui peuvent être assez différents. Voilà, donc je voulais juste préciser un peu pour compléter Merci. Alors, Madame Nollet, quel pourrait être aussi le rôle de la région? Il est déjà là actuel, hein, sur Vitiref, parce que ça fait donc 4 ans qu'avec Groupama, les 2 caves de Tutiac, l'IFV, voilà, on tente cette expérience assurantielle. Aujourd'hui, donc on en a tiré des conclusions, on vous les a présentées ce matin. Et puis ça a été très bien complété aussi par les travaux donc, de l'Université de Bordeaux, par mon prédécesseur. Et aujourd'hui, donc, on est capable d'essayer de proposer une expérience plus large, voilà, géographiquement, voilà, depuis Irouléguy jusqu'à Saumur, et de vraiment tester, de voir si, contrairement à la MRC, qui n'a finalement pas tant de succès que ça, on m'a indiqué qu'il y avait 44% des vignobles, des surfaces viticoles qui sont assurées aujourd'hui au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine. Ça devrait être 100%. Ça devrait être 100%. Donc, la question, c'est si on a cette offre globale sanitaire, climatique, qu'on la propose aux viticulteurs en leur disant si vous changez de pratique, si vous êtes plus vertueux, on vous propose une assurance qui va être prise en charge, qui va être cofinancée par la PAC et avec une indemnisation avec le FMSE éventuellement activable en cas de très grosses pertes. Est-ce que ça on peut le faire avec mes collègues de l'Union européenne et mes collègues du ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'on peut se définir un cadre d'expérimentation raisonnable, mais quand même qu'on puisse montrer à une échelle probante, parce que quand même le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même une des premières régions agricoles, c'est aussi grand qu'un pays comme la Portugal. Enfin voilà, c'est vraiment c'est probant. Très bien, donc l'idée, ça serait de faire d'une garantie complémentaire sanitaire un peu le booster de la MRC, hein, si je résume, ou si je caricature.
Et Guillaume Chartier, vous en pensez quoi pour la filière pas Oléo ça. Pro Ouais. hein, C'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Ouais. Moi, je pense que ça peut être une continuité de la MRC, mais on l'a bien vu, ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la MRC. Donc à partir du moment où on a un souscripteur potentiel, un producteur qui sera amené à souscrire ce produit, il faut que nos assureurs qui sont dans la salle, entre autres, nous proposent quelque chose qui soit lisible. À partir de quand on déclenche sur l'assurance qui correspond justement à la transition, à améliorer la transition, à l'accélérer. Ça vient en complément de l'aléa climatique, mais le fait générateur, c'est l'aléa climatique ou c'est la présence d'un insecte en surnombre et l'impact qu'il peut avoir sur la culture. On va chercher la source du risque où, à quel moment on bascule. Voilà, là, il faut que ça soit défini avant le contrat, que ça soit bien clair dans notre communication, dans le produit qui sera proposé. C'est un fait pour moi qui est important dans le déploiement après de l'outil. Il en reste que, effectivement, on se doit de travailler à un tel outil, qu'il soit supporté par les pouvoirs publics, quel que soit le territoire, que ce soit l'Europe, que ce soit au travers du PSN, ce que l'on peut faire, que l'apport des régions aussi, à voir quels sont les acteurs qui peuvent intervenir et qui peuvent, je dirais, prendre. Voilà, il faut que ça soit un pool, un moule qui avance ensemble et dans le même sens et dans l'intérêt commun. Très bien, Gaël, certains sur les aspects de capacité des assureurs à proposer ce type de réponse. Hein. Alors, j'aimerais quand même distinguer plusieurs points. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe dans le monde de l'assurance climatique pour le bio ? Je pense que Groupama a expliqué qu'en France, c'était le cas. Je prends un pays comme l'Autriche, où il y a plus de 70% de la production qui est en bio. Il y a de l'assurance climatique en Autriche. Donc, assurer du bio à un certain niveau de rendement, peut-être inférieur au conventionnel, ça existe. Je comprends que le débat est en train de se tourner vers est-ce qu'on peut avoir des couvertures contre les risques sanitaires. Et là, ça devient plus compliqué. Parce que nous, les assureurs, quand on propose une garantie, on a besoin de la comprendre. On a besoin de comprendre le risque, d'avoir des données. On a parlé du fait qu'il y avait un sujet sur les pratiques, les itinéraires techniques ou pas. Donc, quand on ne comprend pas, soit on exclut, soit on prend de la hauteur. Et comment on fait pour prendre de la hauteur ? On ne va plus être au niveau de l'exploitation, on va essayer de s'affranchir soit à être à un niveau géographique plus élevé, et donc on va parler d'assurance paramétrique rendement au sein d'une filière bio ou d'un produit, donc une manière de faire. Soit on va vouloir couvrir que les événements vraiment, vraiment, vraiment catastrophiques. Donc on va sortir du cadre réglementaire de la franchise 20%, on va aller à des franchises bien plus élevées. Soit on va aller vers du paramétrique purement climatique, où on va se dire, voilà, dans quelles conditions il y a une pression au idiome forte, mildiou, black rot, enfin que sais-je. Et donc là, on va proposer du paramétrique. Alors je sais qu'en France, le sujet paramétrique, sauf pour l'assurance prairie, c'est un sujet. Ce n'est pas le cas par exemple en Italie. En Italie, il y a un organisme, un organisme qui gère l'assurance agricole qui s'appelle ISMEA, qui va ouvrir dans sa réglementation la possibilité de faire des produits pilotes et également sur du paramétrique plus large. Donc c'est aussi une question de volonté des États membres de décider dans quel cadre ils veulent permettre d'avoir un produit. Et aujourd'hui, au travers des exemples qu'on a vus ce matin en Viti ou en Colza, vous avez suffisamment d'éléments techniques pour pouvoir imaginer, envisager ces phases pilotes ou ça reste un peu compliqué? Alors j'aimerais quand même, si vous me permettez, finir la réponse. L'assurance paramétrique, c'est pas non plus le produit miracle. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on s'affranchit de la réalité du terrain, on peut essayer d'estimer avec des paramètres exogènes de pluviométrie ou que sais-je, ou d'autres paramètres, un rendement final, mais il existe un risque que ce qui se passe réellement sur le terrain ne soit pas bien capturé. Et c'est pour ça que nous, les assureurs, on a un vrai, et réassureurs, on a une vraie crainte à assurer un outil à la décision, parce qu'on sait que ça ne capture pas tous les scénarios, qu'il peut y avoir des erreurs de modélisation, et donc
on est frileux. Et donc, il faut être bien conscient de ce qu'on appelle en assurance le risque de base, c'est-à-dire qu'un produit, parce qu'une plante a une vulnérabilité différente, une variété, au sein même d'une variété, même au sein d'une parcelle, les plantes réagissent différemment. Donc, il faut être prêt à accepter que ce produit catastrophique sanitaire soit décorrélé potentiellement de ce qui se passe sur le terrain, ça peut arriver. Et là, on rentre sur des sujets plutôt de réputation d'un produit, même des sujets juridiques à la fin sur une perte réelle qui n'est pas indemnisée. Guillaume ? Il y a un autre point que je souhaite aborder ici, c'est qu'on est sur une assurance, je parle pour le colza qui me concerne plus, on est sur de l'individuel ou au niveau d'une exploitation agricole. On souscrit ou on ne souscrit pas. Par contre, les éléments à bouger autour, ils ne sont pas liés à la parcelle, ils sont liés au territoire. Si la démarche de Terrinovia R2D2 donc, qui vise à expérimenter sur des zones données, savoir si on est en capacité à se passer d'insecticides, et pas d'insectes, puisqu'on crée justement des zones refuges pour favoriser la présence d'auxiliaires, mais dans ces zones, il peut y avoir aussi parfois des prédateurs de la culture. Mais bon, la régulation, voilà, on manque de données aujourd'hui au niveau de à l'échelle du territoire, de savoir comment on peut gérer, gérer justement cette faune et cette flore qui va être bénéfique et nous permettre de nous passer de régulation externe. D'accord, donc il y a quand même besoin de cerner. De cerner vraiment, est-ce que le souscripteur il est en local mais il est au milieu d'un territoire, et s'il est le seul à vouloir s'assurer, quels paramètres on va prendre en compte sur du paramétrique, et d'un autre côté l'agriculteur est entrepreneur, donc il est seul chef de sa décision de s'assurer ou de ne pas s'assurer. Il y a des contradictions qu'il faut réussir à lever, alors il y a une histoire à raconter et il faut adhérer à cette histoire. D'accord, donc on voit bien qu'on a quand même des obstacles techniques, déjà à la base au niveau agricole, ensuite qui se propagent au niveau des modélisations, et après où on a deux derniers freins importants. Le premier, c'est quand même ce qu'on a vu, c'est quand même le scepticisme, pour pas dire le refus des producteurs face aux solutions indicielles. Et puis le deuxième, c'est les freins. Le troisième, c'est les freins réglementaires. Voilà. Donc alors comment on peut essayer de lever en fait ces différents obstacles? Et pour lever ces obstacles, il y a l'idée de faire intervenir des tiers en fait. Alors des tiers, ça serait les conseillers régionaux, ça pourrait être aussi les partenaires de filière qui aujourd'hui sont pas mobilisés. Dans cette gestion et dans ce partage de risques, ou le sont pas de façon formelle. Et est-ce que ça a du sens de formaliser un petit peu ce partage de risques, et derrière, comment on peut avancer en la matière? Je comprends pas ta question. C'est pas clair. Non, alors la question, alors je vais la reformuler parce qu'elle est sans doute pas claire. C'est de dire la région Nouvelle-Aquitaine, quelle place vous voulez prendre? Non, mais alors, qu'est-ce que vous imagineriez que la région puisse faire, ou comment amener en fait une prise de décision sur ces sujets? En fait, ce que je vois, après depuis ces quelques heures de discussion qui a été intense, riche, c'est qu'on voit très bien qu'on a encore besoin d'une phase d'expérimentation large échelle. Pourquoi ? Pour voir déjà si on arrive à lever le frein à la transition par ce mécanisme d'assurance et en s'assurant effectivement qu'on a bien le soutien de l'Union européenne et du ministère de l'Agri. Et on a besoin encore d'agréger des données pour pouvoir aider les assureurs à pricer, j'ai bien retenu le nom, pricer les nouvelles offres. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a constaté avec l'IFV, c'est qu'il nous manque des données, elles sont très hétérogènes. Puis à l'échelle de 2 caves coopératives, même s'ils rassemblent beaucoup de viticulteurs, c'est pas suffisant. D'accord, donc l'implication sur le volet études, on le voit bien, sur le volet prise de risque, portage financier du risque, c'est une perspective, alors je ne vais pas vous demander de répondre, mais dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être intégré dans la réglementation française ? Puisqu'aujourd'hui, ça va être plutôt pour M. Chérel, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas le cas.
Et de même, dans quelle mesure est-ce qu'en fait des industriels ou d'autres acteurs de la filière pourraient s'investir dans cette gestion de risque, hein, et dans son financement? Alors, quand vous dites que ça n'existe pas, en fait, ça n'existe pas dans le cadre assurantiel tel qu'on l'a décrit depuis le début de la réunion, mais l'exemple du projet Via France 2030 vise justement à soutenir des projets un peu innovants et de prise de risque des porteurs de projets. Donc, l'aspect, alors c'est plus du subventionnel derrière qui permettrait de répondre à cette prise de risque par rapport à ce type de projet. Donc, il y a quand même un cadre qui existe. Le cadre juridique assurantiel, voilà, je ne vais pas refaire, parce que là, je vous ai l'impression que je me fixe là-dessus, mais voilà, le cadre européen, on est vigilant. Hein, je parle en plus sous le contrôle de la DG Agri, donc de le mettre en œuvre et de l'appliquer. Derrière, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas des marges de manœuvre pour travailler sur ce sujet et, via du subventionnel, via ce que j'ai décrit comme outil, le prêt garanti par l'État. Je pense que voilà, le bio-HVE finalement derrière et comment valoriser l'exploitant pour qu'il puisse vivre de ces changements de pratiques. Donc on a un gros sujet au ministère en ce moment compte tenu des difficultés que rencontre le bio à le soutenir via la demande et donc la communication sur ce qu'apporte le bio. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Par contre sur l'assurantiel subventionnable, voilà, le cadre juridique s'impose à nous et donc là il n'y a pas d'adaptation réglementaire au niveau national sur cet aspect-là qui est défini au niveau européen. Par contre, la question, je pense que c'était la question que vous posiez, c'est l'articulation, et c'est ça qu'il faut qu'on regarde plus précisément, sur les garanties non subventionnables et l'articulation avec un contrat MRC pour voir s'il y a des marges de manœuvre mais voilà, on sera sur une garantie non subventionnable et de voir comment ça peut s'articuler avec un contrat MRC. C'est cet aspect-là où c'est des choses où on peut essayer de regarder, nous, au niveau national, les marges de manœuvre. Mais derrière, par rapport à votre question qui était le reste à charge et le fait de prendre, j'allais dire, au premier euro la perte, à part un dispositif subventionnel, je ne pense pas que ça existe. En gros, il y a une prise de risque. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'exploitant agricole est un entrepreneur et donc derrière, il y a toujours une prise de risque et donc des pertes qui sont prises en charge par les paris, entre guillemets, ou en tout cas les changements de pratique de l'exploitant. Ça, je pense que ça va être difficile d'imaginer un modèle où il y aura 0 € de perte pour l'exploitant, malheureusement. D'accord. Monsieur Berling, oui, peut-être pour partager une vision un peu plus large de la situation. Donc on a dit tout à l'heure, tout récemment, que ce qui est important, c'est de continuer les expérimentations, la recherche, enfin d'essayer, de voir ce que ça donne. Je pense toutes ces questions se posent au niveau européen. Hein, et les conditions sont plus ou moins les mêmes. On va retrouver les mêmes expérimentations dans les différents États membres. Et il y a un enjeu de partage de l'expérience, de la connaissance. Et bon, il y a les programmes de recherche européens évidemment qui sont multinationaux, donc qui mettent ensemble des partenaires de plusieurs États membres. Mais il y a aussi des forums de discussion, enfin des structures qui permettent d'échanger notamment sur ces expériences. Et je pense notamment à un outil qui est géré en parallèle de l'APA qui s'appelle le Partenariat européen pour l'innovation, qui est en fait un outil qui vise au partage justement d'expériences et qui est très actif dans le domaine de la réduction des pesticides. Et peut-être que ça serait une piste à creuser de voir si cette approche assurantielle pourrait éventuellement être le sujet d'un partage d'expériences. Je crois que ça s'appelle des groupes opérationnels thématiques. Donc voilà, suggestion. Très bien, merci. Je vous propose peut-être maintenant qu'on prenne les questions de la salle. S'il y a des personnes qui veulent intervenir. Madame Lefebvre. Alors, Yann Reynaud ensuite. Une question peut-être pour Aymeric. Est-ce que ce genre de contrat peut être testé dans le cadre du Regulatory Sandbox qui permet d'expérimenter
au sein de la PAC des choses avant qu'elles soient potentiellement diffusées à tous les États membres? Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse là, mais je peux essayer de trouver le regulatory quoi? Bac à sable réglementaire. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais c'est dans dans les Better Regulation, tout à la fin. D'accord. Je poserai la question. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Yann ? Oui, merci beaucoup. C'est une question réglementaire aussi. Désolé. Je suis allé voir le règlement 2021-2115, justement, qui est celui avec les consignes de l'Union européenne pour les États membres pour élaborer leur plan stratégique. Alors, je suis assez obnubilé par le secteur du vin, excusez-moi. Mais effectivement, sur le secteur du vin, donc là, je suis à l'article 58, on voit bien le fait que dans les interventions, il y a la possibilité d'intervenir sur l'assurance récolte contre les pertes de revenus imputables, etc., aux catastrophes naturelles. Donc, c'est bien ça. Et je vais plus loin, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles. Et si on va dans les articles plus loin, on a même des pourcentages d'intervention, etc. Donc tout à l'heure, M. Berling, vous disiez qu'il y avait 15 États membres qui se servaient un petit peu de cet outil pour mettre en place des assurances récoltes. Mais finalement, personne ne vient chercher cette possibilité réglementaire qui semble ouverte quand on lit le texte européen. Et ça, est-ce que vous associez ça à un paradigme complètement différent dans la façon dont on considère le risque climatique, comme on l'a dit, très exogène, etc., alors qu'il existe aussi des manières d'abaisser le niveau de risque et de se protéger. Et le risque sanitaire, sur lequel on se dit qu'on investit déjà tellement d'argent dans un système européen d'autorisation des molécules, ensuite les systèmes des États membres pour autoriser les produits. Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer que finalement personne ne se sert de cet outil qui semble pourtant ouvert ? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il y a, il y a une possibilité juridique qui est assez large de couvrir les risques. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un risque. Et donc, il y a eu un débat très intense ce matin et encore maintenant sur la différenciation des risques entre les risques climatiques, sanitaires, les risques de la transition agroécologique, etc. Donc je pense que là, on est dans une perspective où finalement c'est l'État membre qui doit définir quels sont les risques qu'il veut couvrir avec de l'argent public et en particulier quels sont les éléments de risque qui vont au-delà de ce qui est, couvert par le marché. Donc, il y a toute une réflexion à avoir du côté des États membres. Alors, je ne peux pas confirmer qu'aucun État membre n'ait mis dans son plan stratégique le fait de couvrir des risques phytosanitaires. Moi, d'après ce que j'ai compris de mes collègues, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de cet outil particulier, cet élément, ce déclencheur de l'assurance peut être pris en compte. Est-ce qu'il l'est de manière très large? Visiblement non. Mais je crois que ça renvoie à la discussion qu'on a sur la définition, la difficulté à définir ce que c'est qu'un risque phytosanitaire versus un risque climatique ou autre. Et donc on est dans une zone, on va dire, un peu en chantier, work in progress. Mais peut-être que les assureurs et les... Je vais peut-être préciser, parce qu'en fait, la France a bien déclenché cet article-là, mais en fait, on prend en charge le risque climatique lié à des événements naturels, et donc c'est bien ce lien du risque climatique qui est pris en charge via le système de la MRC. Et sur le risque sanitaire, on a bien aussi un dispositif, c'est le FMSE, qui est subventionné aussi à travers les aides du FEADER, et donc on a bien mis aussi un dispositif. Alors c'est un fonds de mutualisation entre professionnels, mais qui est subventionné à hauteur de 65% des programmes d'indemnisation. Donc la France a bien ces deux volets-là, l'aspect climatique et l'aspect environnemental ou sanitaire qui sont pris en charge dans le cadre du FMSE. Donc la France marche sur ses deux jambes. Après, dans ce cadre financier et juridique, donc on est bien, on décline bien cet article que vous avez cité en fait. Certains, vous vouliez agir ?
J'aimerais citer d'autres exemples européens. Je vais revenir sur l'Italie et les pertes de qualité. Donc, par exemple, aujourd'hui, normalement, en France, on ne couvre que des pertes quantitatives climatiques, pas des pertes de qualité. En Italie, il existe des produits qui couvrent la qualité du vin. Voilà. Et donc, c'est les qualités organoleptiques, donc le niveau de sucre, de maturation dans le dernier mois avant la récolte. Et pour ça, il y a un indice qui s'appelle l'indice de Winkler. Voilà, c'est ce que dit en tout cas là. Il y a eu théorie, enfin en tout cas des travaux scientifiques pour définir un indice qui dépendait de la température, de la précipitation. Bon. L'Italie, dans son cadre de subvention, autorise ce qu'on appelle des produits hybrides. Donc on a une partie indemnitaire avec une expertise terrain qui démontre qu'il y a vraiment une perte, et puis des garanties associées, qualitatives, qui sont plutôt d'ordre paramétrique dans ce cas. Et tout ça existe dans un produit où une partie est subventionnable. Il faut définir la partie du risque qui est dans le cadre qui est subventionnable pour la partie rendement, et puis les extras. Donc je voudrais quand même qu'on puisse prendre du recul, que tout ne doit pas forcément se faire à coup de subvention. Les assureurs proposent plein de garanties autour d'un socle subventionnable, et finalement c'est à l'assuré, à l'exploitant de voir est-ce que le coût que je vais payer pour ma garantie socle et mes garanties complémentaires fait du sens ou pas, est trop cher pour moi ou pas. Mais en tout cas, il existe plein de solutions privées autour des produits subventionnés socle. Merci. Nathalie Gosselet, vous voulez? Oui, merci à tous pour ces explications. Donc Nathalie Gosselet pour la FOP. Je voudrais changer un tout petit peu de sujet. Vous avez tous parlé certains d'entre vous, de gestion en bon père de famille, ou alors de non-traitement suite à une prise de risque volontaire par l'agriculteur, voire éventuellement d'une négligence. Mais il y a une troisième voie aussi, quand on se situe dans un cadre d'usage orphelin, de restriction d'usage, de retrait d'AMM. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut anticiper, comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de situation, selon vous. Qui veut répondre? Non. Monsieur Gérel, allez. Je vais juste essayer, parce que je suis le représentant du ministère, mais là, c'est un vaste sujet où vous voyez bien les débats qu'il y a actuellement dans le cas du plan Éco-Phyto. À mon avis, c'est toute là, au-delà des sujets financiers, c'est cette anticipation et le fait qu'un agriculteur ne se trouve pas sans solution lorsqu'il y a une AMM. Et donc là, si j'avais la réponse, là, je pense que je ne serais pas là. Je serais à des plus hautes fonctions, parce qu'on voit bien que c'est le débat politique qui occupe les échanges qu'il peut y avoir de la crise agricole qu'on connaît actuellement. Par rapport à ce sujet, parce qu'on voit bien que on est confronté à certains, malgré la recherche ne va pas toujours aussi vite qu'on souhaite, et des fois on a des impasses, et donc c'est savoir comment on articule ces retraits d'AMM et la recherche, et ce qui là ça dépasse clairement le cadre. Et la couverture du risque est associée au retrait. Hein. Ouais. Donc là il y a une petite question d'articulation qu'on comprend bien. Monsieur Berling, vous vouliez... Oui, je vais laisser les assureurs répondre à la question de l'assurabilité de ce genre de situation, bon, même si on peut deviner la réponse, mais peut-être la réponse du point de vue européen. Et en effet, il y a de moins en moins de molécules qui sont sur le marché, de substances actives. Il y a des cultures orphelines, et la solution qui émerge dans les discussions, c'est de trouver des alternatives qui ne soient pas nécessairement des alternatives chimiques. Voilà. Je pense que c'est à partir de ça, c'est vite dit, mais il y a beaucoup à faire. Il y a tout un chantier en termes de recherche, en termes de développement, d'autorisation. L'autorisation des produits de biocontrôle, c'est un vaste sujet aussi au niveau européen, qui commençait à trouver sa voie, mais qui malheureusement, pour l'instant, est à nouveau bloqué. Donc voilà. Et comment on organise justement ce passage entre des pratiques conventionnelles, la fin de ces pratiques conventionnelles avec un retrait de molécules, et l'émergence de nouvelles alternatives qui ne sont pas forcément complètement validées ou qui n'ont pas forcément la même efficacité au moment où ces décisions se prennent. Hein.
Il y a des solutions, un cadre où ça reste à inventer? Alors, le cadre, c'est d'abord le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette qui visait à réduire l'utilisation et le risque des pesticides chimiques de 50% d'ici 2030. Cet objectif reste. C'est le véhicule législatif qui est pour l'instant dans une impasse. Donc le règlement dit sur, donc l'acronyme anglais pour Sustainable Use of Pesticides Regulation, qui visait à mettre ça en forme juridique et pour l'instant ensablé, on va dire. Enfin, il est retiré, la Commission l'a retiré, donc il faudra revenir avec une autre proposition. Donc voilà, cet aspect-là, c'est un chantier, et derrière, il faut de la recherche, il faut du développement, mais il faut un encadrement réglementaire aussi, et voilà, c'est ce qui nous attend dans les mois et années qui viennent. D'accord. Madame Nelay? Ça répondra partiellement également, mais dans le cadre de VitiREV, on a donc le groupement d'intérêt public Adjeri qui a monté notre observatoire de données viticoles qui s'appelle Vitidata. Et avec Vitidata, ils ont produit aussi une application qui s'appelle DevOps et qui permet aux viticulteurs de renseigner son calendrier phyto. Alors ça, c'est un intérêt pour lui parce qu'il peut suivre donc, ce qu'il a fait sur plusieurs années. Ça permet aussi à son conseiller phyto, son conseiller technique de suivre ses pratiques. Et à l'intérieur, il y a des renseignements intéressants, je trouve, parce que vous dites qu'il y a plus beaucoup de molécules, mais il y en a quand même pas mal, je trouve, avec des noms assez compliqués à retenir. Et donc, ce DevOps permet de suivre donc, toutes ces molécules. Et il y a des alertes en disant attention, là, vous atteignez un seuil, vous en mettez trop, vous pouvez en mettre encore un peu plus, ou je ne sais pas. Ou par exemple, ça vous indique aussi quand est-ce que ces molécules vont être retirées. Donc ça aide aussi quand même le viticulteur à suivre ces évolutions-là. Alors au niveau des questions, la vulgarisation de ce type d'outils en grande culture, en tous les cas, il est déjà fait. On a une traçabilité informatique qui nous permet à chaque fois que l'on prévoit une intervention ou autre de savoir si on est bien en corrélation avec les usages qui sont préconisés et la réglementation. Donc ces outils de traçabilité, on les utilise aussi en amont, en prévision des interventions. Très bien. Alors, si on reprend des questions, il y avait moi, je veux juste Dubois. Oui, encore lui. Non, moi, je veux juste remercier du coup Nathalie pour ta question, parce qu'en fait, je pense qu'on l'a abordé, mais pas de manière complète. Je pense qu'il ne faut pas vouloir faire à l'assurance ce qu'elle n'est pas. Là, en l'occurrence, le sujet évoqué par Nathalie, c'est pas l'ordre de l'assurance, pour la simple raison que l'assurance, elle va assurer une variabilité autour d'un potentiel. Là, on parle de quelque chose de structurel qui va baisser le potentiel. C'est un peu comme le cas du bio, finalement. Nous, on assure évidemment des producteurs biologiques, mais on ne les assure pas sur leur rendement conventionnel. On les assure sur leur rendement biologique et la volatilité que leur pratique a comme action sur leur rendement. Là, le cas de je retire des molécules, si finalement la conséquence c'est j'ai une baisse systémique du rendement dans le temps, c'est pas l'assurance qui va couvrir cette baisse de rendement. Elle est structurelle, elle est à couvrir par d'autres mécanismes, par un prix de marché plus élevé si on reprend le bio, par des subventions, par d'autres sujets. Mais c'est pas l'assurance qui peut couvrir la perte irrémédiable d'un potentiel. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être pas redit clairement, mais c'est un point très important. Et c'est bien pour ça qu'on a insisté, et c'est notamment dans le cadre de ce qu'on apprenait sur VitiREV, du lien entre les pratiques et le potentiel de rendement. Si aujourd'hui on établit que telle ou telle pratique, qu'elle soit vertueuse ou non, peu importe à la limite pour l'assureur, quelque part, si on se prend du point de vue strictement mathématique, une pratique, dès lors qu'on sait la corréler à un rendement, l'assureur il va être en capacité de dire je peux couvrir la variabilité du rendement réel autour de cette moyenne, et quelle que soit la pratique. Mais si par contre on dit je change de pratique et je ne sais pas finalement quel est le potentiel de rendement qui va résulter de cette pratique-là, on n'est pas complètement dans le domaine de l'assurance, ou en tout cas pas comme on l'est de manière classique. Et ça, je pense que c'est un point vraiment important à voir, et ça répond du coup en partie à ta question, Nathalie, sur c'est pas une responsabilité que pourra porter du coup un contrat d'assurance. Très bien. Monsieur Bigot.
Oui, puisque nous avons la chance d'avoir un réassureur parmi nous. Alors, une micro-remarque et une question qui suit sur la présentation qui est effectivement souvent très pédagogique, de dire que la réassurance est l'assurance des assureurs. C'est quand même pas tout à fait ça, puisque juridiquement, me semble-t-il, l'opération de réassurance n'est pas qualifiable ni qualifiée d'opération d'assurance. Elle ne relève pas de ce régime. Et il y a des différences très très importantes fiscalement, etc. La question qui suit, c'est ce qui m'intéresse concrètement, et c'est ça qui permet aussi de voir globalement, avoir la visibilité sur le partage des risques entre l'État et l'assurance. Quels sont les montages concrets qui vous arrivent dans votre société de réassurance? Est-ce que c'est de la facultative, donc du one-shot par exploitant et sur quelle modalité? Ou est-ce que ce sont des traités de réassurance, des traités qui seraient potentiellement sous la forme de l'excédent de sinistre par sinistre ou par événement, ou potentiellement du stop-loss de la réassurance en traité perte de chiffre d'affaires, où là, plus globalement, c'est la compagnie d'assurance dans son ensemble qui vient lisser son chiffre d'affaires, et c'est plus tout à fait la même chose. Donc toutes ces questions techniques permettent d'avoir une meilleure lisibilité sur la division du risque dans son ensemble et mieux appréhender, à mon sens, ce partage des risques. Alors peut-être une réponse rapide, parce qu'on va sinon plonger dans des sujets très très techniques. Et puis ensuite, en termes de questions... Oui, alors, okay. Je vais essayer d'être le plus rapide. Puis... On veut toujours un partage du risque. La première personne à prendre de risque, c'est l'assuré. Dans son itinéraire technique, son assolement, son épargne de précaution. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des franchises, et l'assurance est là pour intervenir en cas de coup dur. Donc ça, c'est la première chose. Le marché de l'assurance agricole dans le monde, c'est environ 50 milliards de primes, avec des marchés très développés, d'autres moins. Et la réassurance est là pour prendre une partie du risque des assureurs. Donc il y a peut-être des régimes fiscaux différents, mais on est quand même derrière en backup, avec majoritairement dans le monde des couvertures proportionnelles. C'est-à-dire on partage les primes et les sinistres avec les assureurs. Et par-dessus, effectivement, il y a des couvertures contre les événements catastrophiques, et vous avez parlé d'excédent de perte ou de stop-loss. Donc majoritairement, vous avez raison, c'est des milliers et des milliers de risques dans un traité d'assurance. Par exemple, en France, un assureur va céder 100 000 polices, 100 000 clients, 100 000 risques ensemble. Donc on n'est pas dans une logique à l'exploitation facultative, une coopérative dans un endroit donné. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on est encore dans une logique de mutualisation de nombreux risques d'un point de vue géographique pour justement baisser cette volatilité et essayer de mieux l'estimer, parce que plus on se rapproche du risque, plus il est difficile de comprendre cette volatilité du risque au niveau de la parcelle, au niveau de l'exploitation. Monsieur Barbet. Ouais. Oui, donc Thibaut Barbet, agence de l'Océan Normandie. Donc je ne suis pas tellement dans le monde des assureurs, donc je m'excuse un peu si la question est un peu décalée, mais j'en profite d'avoir à peu près, on va dire, différents acteurs qui peuvent intéresser. J'ai noté sur on va dire cette table ronde une volonté d'expérimentation un peu plus générale, une volonté de qualifier à peu près le prise de risque, une possibilité vis-à-vis de l'encadrement européen et une déclinaison un peu territoriale. Au vu des dernières actions agricoles et du travail sur la remise en cause, ou plutôt le retravail de la BCAE 8 vis-à-vis justement des surfaces en jachère, des surfaces non traitées, etc. Est-ce que la proposition, si je dis pas de bêtises, de la Commission est de laisser une plus grande liberté aux États membres de ces modalités de gestion. Est-ce qu'à ce moment-là, donc ça va plus intéresser le MASA, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas une possibilité de mettre cette expérimentation ou mettre en fin de compte ce suivi de parcelles non traitées, que de toute façon, les agriculteurs, via les BCAE, ont une couverture massive et via la PAC, ont déjà un outil de suivi qui permet d'enregistrer ces pratiques. Est-ce que ce n'est pas une solution pour pouvoir implémenter un peu cette évaluation du risque de non-traitement tout en remplissant en fin de compte un cadre réglementaire déjà fixé et des outils déjà déployés? Guillaume Chartier. Oui, moi, en production, on a la possibilité de faire des légumineuses sans aucun apport de produits phytosanitaires. C'est suicidaire, hein, j'y vais pas. Hein.
je ne prends pas l'option. Hein. Et je ne pense pas que mes collègues la prennent l'option, hein, si c'est le sens de votre question. C'est pas la question, c'est-à-dire, étant donné que c'est déjà imposé les surfaces à minima 4% de SIE ou 4% en jachère, qui effectivement sont potentiellement retravaillés vis-à-vis du prochain arbitrage en commission, et que c'était déjà normalement imposé ou demandé, sauf exception des petites exploitations à moins de 10 hectares, mais je ne suis pas sûr que ça vous concerne. Dans ce cas-là, est-ce que la révision de cette méthode et de cette bonne condition environnementale, qui de base étaient des surfaces purement non productives, et dans la position de la Commission européenne, c'est un peu de revoir cet aspect non productif de ces surfaces, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de plutôt les valoriser aussi en termes de données et d'expérience a posteriori, à contrario, effectivement, des dérogations actuelles qui permettent de les rendre productives depuis déjà 2 ans successifs? Une réponse ou alors je suis pas après autant je comprends effectivement la question par rapport à la BCAE, le lien avec l'assurance là me paraît un peu plus éloigné parce que le cadre juridique et assurantiel ne change pas et donc c'est donc il y a pas de vous ce que vous êtes en train de dire de proposer c'est de dire qu'il y a finalement une opportunité via ces BCAE d'essayer de valoriser et tester alors je sais pas un modèle sur ces BCAE via ces BCAE mais voilà moi tout ce que j'ai dit sur la partie assurantielle demeure et pas donc c'est plus un aspect soutien financier et de voir comment on valorise des exploitants qui recourraient à ces BCAE et donc là on revient plus à un débat de modalité d'utilisation du PSN et d'affectation des crédits du PSN et là je suis pas certain que là dans les mois à venir on soit prêt à réouvrir la maquette budgétaire et les équilibres financiers qui ont pu être arbitrés sur ces sujets-là parce que voilà c'est des débats avec de révision des PSN alors il y a des révisions annuelles mais c'est quand même des débats aussi entre filières au niveau national qui sont pas simples à gérer même si je comprends en tout cas le sens de votre proposition de cette opportunité sur ce sujet BCAE mais en tout cas qui s'éloigne un petit peu de la question assurantielle et de la prise de risque. Très bien, encore 2 questions avant qu'on passe à la conclusion. D'abord, un commentaire et une question. Un commentaire, parce que moi je suis la réglementation européenne depuis 2005. Et donc, je confirme que toutes les assurances peuvent se faire sur le climatique et le sanitaire depuis le début. Et que sur les fonds mutuels, le climatique est arrivé au-delà du sanitaire en 2013. Donc, il y a eu une évolution ouverte. Mais on est à des... Et j'ai participé à l'étude Ecoris qui a fait le tour complet des pays qui utilisaient des instruments européens. Ce que je veux dire, c'est que le pays qui a le plus de taux de couverture en assurance agricole, c'est l'Espagne. Et l'Espagne a une pratique dont on parle actuellement, mais on n'en a pas la solution, c'est qu'elle fait des lignes expérimentales. Il y a tout le système des lignes expérimentales qui permettent de faire ce qu'on veut, au-delà de ce qui est subventionné de façon classique, tout cela. Et travaillant un peu sur la question, je m'aperçois que quand je travaille sur l'assurance non subventionnée, qu'est-ce qu'on a comme liberté de travail? Alors, le problème, c'est le coût, in fine. Mais on imagine des choses extrêmement intéressantes qui sont bloquées par le cadre européen. Ça a été un peu évoqué, les taux de franchise, tout ça. Très bien. Donc, merci pour cette ouverture. Une question à l'Union européenne, comment on peut casser un peu, comment on peut faire des expérimentations, comme en Espagne. Voilà. Une dernière question, puis après, je pense que ça pourra peut-être donner lieu à une dernière intervention des représentants de la table ronde. Merci. Pour pouvoir conclure. Par rapport aux différents échanges qu'il y a eu et puis les réactions qu'il y a eu au niveau de la salle, moi ce que j'ai entendu c'est effectivement une assurance. Je fais pas partie des assurances, je représente l'interprofession du cognac. Et dans une autre vie, j'ai fait une thèse sur la PAC, sur les biens publics, et ça m'a rappelé à mes années de doctorat. Tout à l'heure, ce qui a été dit, c'était une assurance, ça ne peut pas prendre un risque qui n'est pas qualifié, entre guillemets, qu'on ne peut pas mesurer ou autre. Et s'il y a une baisse de rendement parce qu'on ne fait plus de traitements phytosanitaires, et que ça veut dire que cette baisse-là, l'assurance ne peut pas couvrir cette baisse-là, parce que structurellement, il y aura cette baisse, c'est pas l'assurance de la prendre en charge. Ça me paraît effectivement logique. Dans ce cas, alors est-ce qu'on associe systématiquement non-usage de phyto à une baisse de rendement? Ça c'est encore autre chose, mais si c'est structurellement avéré et s'il y a un risque là-dessus,
je me dis, est-ce que ça ne nous replonge pas justement il y a une dizaine d'années en arrière dans les débats de la PAC en 2013 où on a utilisé la notion de bien public pour maintenir la PAC et on disait les financements publics doivent venir rémunérer des biens publics parce que ces biens publics ne sont pas valorisés par le marché d'un point de vue économique. Est-ce qu'on n'associe pas le fait de ne plus utiliser de phyto aujourd'hui pour des questions environnementales, sanitaires ou autres, par des biens publics qu'il faudrait plutôt rémunérer par des aides publiques là-dessus, plutôt que réfléchir à un système assurantiel? Alors je sais que ce matin, il y a eu une présentation qui mettait en débat justement subvention versus assurance. Ça a été un peu haché, j'ai pas tout bien compris sur cette partie-là, mais du coup ça m'interroge par rapport à ces points. Bon merci, puisque ça fait une bonne ouverture, les deux dernières interventions, pour pouvoir faire un dernier tour de table. Donc, si vous aviez une question, ou du moins une suggestion à nous proposer pour pouvoir justement avancer dans la mise en place de ces solutions de réduction des usages phytosanitaires et de la place de l'assurance qu'on pourrait lui donner, quelle serait-elle? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. J'ai commencé tout à l'heure et ça va me sortir du cadre juridique dans lequel je me suis enfermé tout seul. Peut-être que, je pense qu'en tout cas, la question assurantielle, elle est assez légitime lorsqu'on lance ce type de débat, mais je pense qu'il faut, la réponse, elle sera multi-outils, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille s'enfermer dans une réflexion uniquement assurantielle avec toutes les difficultés qu'on a évoquées sur le fait qu'il y a un certain nombre de garanties qui sont non subventionnables, donc il y aura un coût important. Donc c'est vraiment, mais c'était une de vos slides sur le recensement en fait de ce qui existe, de ce qui est en train d'être construit et d'avoir ce facteur multi-usage. Et après, je pense que je crois aussi, c'est ce qui a été mené en Nouvelle-Aquitaine, aussi à l'approche territoriale et finalement à pas y aller seul et donc finalement avoir une dynamique aussi associative pour accompagner les exploitants, parce que derrière, je pense que il y a le pire, c'est de laisser un exploitant agricole face à des impasses, qu'elles soient techniques, économiques. Et je pense avoir un collectif pour répondre à ces enjeux-là est essentiel. Mais je pense que voilà, l'aspect multi-outil, parce qu'il y a des choses qui existent, qui sont pas forcément toujours connues en fait de ceux qui prennent des risques. C'est déjà un premier pas et un travail important que vous êtes en train de mener. Très bien, merci. En conclusion, quelqu'un d'autre veut intervenir? Guillaume Chartier? Oui, simplement, j'ai toujours été un grand optimiste sans être naïf et je suis sûr qu'on saura trouver la porte de sortie qui permettra de vivre avec notre milieu, dans notre écosystème. Le monde agricole, en tous les cas, n'a cessé d'évoluer et ne cessera d'évoluer avec son environnement. Et on a un enjeu de taille qui aujourd'hui, pour moi, n'est pas seulement alimentaire. Le secrétariat général à la planification écologique dit bien qu'aujourd'hui l'enjeu il est sur la biomasse et pas que sur une seule destination de cette biomasse. Donc on va trouver des solutions à plus ou moins brève échéance, mais on n'a pas le choix, on va se retrousser les manches et puis même si les journées ne font que 24 heures et les semaines 7 jours, on va continuer à y aller. Très bien, merci. Kilo. Monsieur Certain. Moi aussi. J'aimerais également être optimiste et une note positive. L'assurance, ça prend du temps et on commence par de l'expérimentation, on fait des pilotes et puis après on monte en gamme. On a un bel exemple en France avec l'assurance des prairies. Il y a 20 ans, c'était inimaginable, il n'y avait pas de solution technique. Aujourd'hui, on a quand même 10% de taux de pénétration. Il y a du chemin qui a été parcouru, on a convaincu les différents acteurs et ça a pris du temps. Donc ce qui est important pour l'assurance, à nouveau, c'est de comprendre le risque, c'est de ne pas avoir des risques certains et on n'est pas forcément toujours dans un cadre réglementé subventionnable. Les filières peuvent faire quelque chose via la contractualisation. Une coopérative voudra avoir un certain niveau de qualité. Pour livrer, peut-être faut avoir une assurance contre des pertes de qualité qui sont liées à le manque d'utilisation de certains produits phytosanitaires. Donc les filières, les régimes privés sont aussi capables par eux-mêmes de trouver des solutions qui vont inciter au développement de l'assurance pour avoir une taille critique, un taux de pénétration suffisant pour avoir une mutualisation géographique qui attire de plus en plus de capital d'assurance. Monsieur Berling et puis Madame Nelay pour finir.
Merci. Merci. Je vais en profiter pour rebondir sur les 2 dernières questions, remarques, qui vont me permettre de 2 conclusions justement qui peuvent, que je pense vouloir faire. Donc, la première remarque, c'est donc l'exemple espagnol, c'est intéressant parce que je regardais finalement quel est le budget consacré par l'Espagne à l'instrument de gestion des risques du développement rural. Je cherchais dans ma liste à quel niveau il est. En fait, l'Espagne n'est pas dans le tableau. Ils ne mettent aucun argent public dans cet aspect-là, alors européen, européen, excusez-moi, c'est une distorsion de point de vue. Donc aucun argent européen, mais donc de l'argent public en grande quantité. Donc la première conclusion que je pense on peut tirer, c'est que évidemment la PAC n'est pas le seul instrument et que tous ces instruments doivent être articulés entre les instruments offerts par la PAC dans la boîte à outils et les instruments nationaux, et y compris les possibilités offertes par le marché, le privé, donc l'assurance. Et la deuxième conclusion que je voudrais proposer, c'est donc en rebondissant sur la remarque qui a été faite, qui est tout à fait pertinente sur les biens publics, donc la rémunération des biens publics. En effet, il y a eu un gros travail qui avait été fait il y a quelques années au niveau de la DG Agri, de la Commission européenne, sur la notion de bien public et comment les politiques publiques peuvent intervenir dans ce contexte. Et je pense que c'est important, et je crois que la remarque a été faite ce matin, de souligner que le soutien public, l'intervention publique devrait se concentrer en priorité ou même exclusivement sur ce qui n'est pas rémunéré par le marché. Donc ça doit intervenir en articulation avec le marché. Voilà, je crois que c'est une conclusion que je vais tirer. Madame Nelay. Oui, moi il me permettrait de rappeler qu'on nous a demandé de faire preuve d'un devoir d'exemplarité en termes de simplification administrative. Donc ça, il va falloir qu'on s'y attelle sérieusement, et de désendettement, à la fois pour nous, collectivités, toutes les administrations. C'est rappelé dans la presse partout, donc il faut aussi prendre ça en contexte. Ça n'a pas été beaucoup rappelé aujourd'hui, mais il faut quand même garder ça en tête, hein. Et puis aussi d'agilité. Et moi, je rebondis sur ce que disait monsieur. On a vraiment des possibilités aujourd'hui, de sortir un peu du cadre pour expérimenter à plus grande échelle. Et je rappelle que nous avons encore 200 000 hectares de vignes qui sont prêtes à tester, voilà, et à montrer qu'elles peuvent encore faire des jolis miracles.